Retour donc sur ce plateau édition spéciale d'autres invités qui nous rejoignent. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv, et Denis Charbit, bonsoir, professeur des sciences politiques à l'université ouverte d'Israël. On va parler à beaucoup maintenant ce qu'a dit Mahmoud Abbas, parce que c'est peut-être le Deus ex machina, ce qui va peut-être sauver finalement tout le monde, et à la fois à Gaza et en Israël. Donc ce plan, cette initiative surprenante qu'il compte présenter à John Kerry, d'après ce que l'on sait, c'est finalement une reprise des négociations pour une solution globale du conflit, avec une carte que présenteraient les Palestiniens de ce qui pourrait être la base de négociation. Est-ce que vous y croyez l'un et l'autre? Est-ce qu'à votre avis, Mahmoud Abbas peut présenter aujourd'hui quelque chose qui permette de sortir de cette impasse? Écoutez, qu'est-ce qu'il va proposer de plus que ce qu'il a lui-même rejeté en 2008, par exemple? En 2008, Olmert a proposé un État palestinien sur 99,5% de la Cisjordanie, Judée-Samarie, avec des échanges territoriaux. C'était 99,5% avec des échanges territoriaux, en prenant en compte des swaps territoriaux. Une renonciation par Israël de la souveraineté sur le mont du Temple et le mur de l'alimentation pour un système international juridique, et une acceptation par Israël de plusieurs milliers de réfugiés palestiniens en Israël. Mahmoud Abbas l'a refusé. Alors qu'est-ce qu'il va proposer de plus aujourd'hui? Je vous rappelle que dans la bande de Gaza, il n'est plus maître des lieux. Il a été éjecté avec les forces de l'OLP par le Hamas en 2007. On voit difficilement comment aujourd'hui il pourrait regouverner la bande de Gaza. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Qu'il serait plus à même de maintenir son autorité que celle qu'il avait perdue en 2007. Sans parler du fait qu'il s'est allié au Hamas, je vous le rappelle, il y a un peu plus d'un mois. Et que lui-même dit qu'il y aura des élections. C'est intéressant parce que lui, il avait été élu en 2006, en 2005, et depuis, il n'y a pas eu d'élection, ça fait maintenant près de 10 ans. Donc son mandat s'est terminé depuis 5 ou 6 ans. Maintenant, il part tout d'un coup d'élections dans lesquelles tout le monde prévoit que le Hamas gagnera de nouveau. Donc si l'OLP perd les élections, on voit difficilement comment Abbas pourra rétablir son autorité après avoir perdu des élections encore plus que celles qu'il avait perdues en 2006. Donc vraiment, je ne comprends pas de quoi il parle, mais enfin, encore une fois, il faudra voir quelle sera la teneur de sa soi-disant surprise. Alors, vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Je pense que lorsque j'entends Denis Charbit dire qu'il faut arrêter de rêver, je ne peux que sourire. Qui est-ce qui rêve ici? Dire qu'il y a d'un côté le Hamas qui, lui, veut que la lutte armée, qui est extrême, et de l'autre côté une OLP qui est modérée, qui veut la paix avec Israël, etc. Ça fait 20 ans qu'on essaie de nous expliquer. Un État palestinien à côté d'Israël. Avec ou sans la paix? Avec la paix, oui. D'accord, donc il veut la paix. Avec la démilitarisation même. Plus que la paix, la démilitarisation. Ah, l'OLP veut la démilitarisation. Ouais. Ah, d'accord. Alors, écoutez, quand Arafat est rentré à Gaza, la première chose qu'il a faite en 1994, c'est de faire entrer dans sa Mercedes des RPG, des armes qui étaient illégales d'après les accords d'Oslo. 20 ans après. Oui, alors la bande de Gaza et la Judée-Samarie se sont démilitarisées a fortiori depuis, avec des armes qui ont été importées d'Iran et qui ont été attrapées par Israël, dont il y a 4 mois. Donc dire aujourd'hui que la Cisjordanie sera démilitarisée, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, puisqu'on voit ce qui s'est passé ces 20 dernières années. On voit très bien quelle a été la stratégie de l'OLP. Et si l'OLP était... C'est quoi la stratégie de l'OLP? La stratégie de l'OLP, c'est le plan des étapes qui a été adopté en 1974 au Caire, et qui a été répété, qui ne cesse d'être répété par ses dirigeants, dont par Mahmoud Abbas, si vous écoutez ses discours en hébreu, qui a été répété par Arafat en 94, qui a déclaré à Johannesburg en mai 94 que les accords d'Oslo, c'était l'implémentation du plan des étapes de 1974, à savoir éliminer Israël par étapes par la stratégie du cheval de Troie, ce qu'avait dit lui-même, ce qu'avait répété également Husseini, le soi-disant modéré, peu avant sa mort. Et Abbas lui-même le dit. D'ailleurs, Abbas, vous dites que discuter la reconnaissance d'Israël comme État-nation du peuple juif, c'est discuter le sexe des anges. Mais non, c'est parler du droit au retour, parce que Abbas lui-même a rejeté l'offre de paix de Olmert en 2008. Il a dit pourquoi. Il a expliqué après, il a accepté, il a expliqué aux journalistes américains du Washington Post, Jackson Deal. Il a dit parce que je ne peux pas renoncer au droit de 5 millions de Palestiniens de revenir en Israël. Il l'a dit. Et quand Israël dit reconnaissez-nous comme État-nation, cela veut dire implicitement abandonner ce fantasme du soi-disant droit au retour. Et Abbas l'a dit lui-même, jamais, jamais, jamais. Donc quand vous dites qu'il faut arrêter de rêver, vous avez raison. Mais je ne sais pas qui est-ce qui rêve ici. Le problème, c'est que cette analyse-là, qui n'est pas complètement infondée, ces déclarations-là, on les connaît, etc. Le seul problème, c'est qu'elles ne tiennent pas compte du printemps arabe, elles ne tiennent pas compte de la lutte entre les chiites et les sunnites, des luttes internes entre sunnites et sunnites, et de la volonté de redéfinir les frontières.
C'est-à-dire que là, on est quand même dans une autre... Je veux dire, bien sûr qu'il y a les idéologies, il y a ce à quoi on croit, et les idéaux, etc. Mais vous savez, même le Likoud, il a mis de côté la Transjordanie. Alors, je veux dire, et pourtant, il n'a pas fait de déclaration pour dire on a arrêté. Je veux dire, il y a des réalités, et aujourd'hui, elles sont là, et elles favorisent une alliance entre le Fatah, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et Israël, et la Jordanie. Si on n'en tient pas compte aujourd'hui... Je tiens compte tout à fait aujourd'hui du fait que ces États-nations sont en train de s'effondrer autour de nous, sont en train d'imploser avec des forces islamiques qui émergent, et qu'aujourd'hui parler de la création... Mais que vous verrez victorieux. Je ne veux rien du tout, je décris la réalité. Et que dans ce contexte, justement, créer un 23e État arabe artificiel, alors que ces États sont en train de s'effondrer, c'est ne pas prendre en compte cette réalité. On voit le vent qui avance en Irak, qui avance en Syrie, qui s'approche de la Jordanie. On ne peut pas ignorer cela. Quand vous dites qu'il ne faut pas ignorer la réalité, justement, je ne l'ignore pas parce que je dis... Donc c'est vrai qu'il ne faut pas bouger sur le dossier palestinien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bouger sur le dossier palestinien. Je dis justement pour cela... Donc multiplier les implantations, c'est ça? Oui, le rapport avec les implantations. Parce que quand vous avez dit tout à l'heure, le conflit n'a pas commencé en 2014. Mais il n'a pas commencé en 1967 non plus. C'est vrai, 1967 est la solution du conflit. Pas du tout. C'est là que vous vous trompez. C'est là que les Palestiniens eux-mêmes disent, quand ils disent la Nakba, ils parlent de 48, ils ne parlent pas de 67. Pour eux, la véritable catastrophe historique, c'est 48. Et eux, ils veulent résoudre le contentieux de 48, pas de 67. Et c'est là le véritable drame. C'est pour ça que vous croyez qu'il y a une solution. Moi, je n'y crois pas, parce que moi, j'écoute ce que eux disent, et eux disent, le contentieux, c'est 48, c'est pas 67. On ne résoudra pas le contentieux de 48 par celui de 67. C'est comme si vous me disiez que la grande victoire pour Israël, c'est pas 67, c'est 48. Bien entendu que historiquement, le grand événement pour Israël, c'est 48, et pour les Palestiniens, la grande tragédie, c'est la Nakba, et 67 n'est qu'un épiphénomène et qu'un plein. C'est le cœur du contentieux. Et lorsqu'il parle de grand retour, c'est cela. Lorsqu'on a, à 2 reprises, on a offert de revenir au statu quo ante de 67, ils ont dit non, le droit au retour c'est 48. Donc, nous sommes dans une situation sans issue, parce que nous essayons de... Vous pensez que Mahmoud Abbas pense qu'aujourd'hui, Israël va accepter le droit au retour? Et il ne cesse de le dire. Non, est-ce qu'il pense qu'Israël va l'accepter? Je pense qu'il est conscient du fait qu'Israël ne l'acceptera pas. Alors, pourquoi une initiative palestinienne si c'est pour de nouveau retrouver cet obstacle? Israël, d'un autre côté, qui aurait pensé, il y a 30 ans, que Israël accepterait l'idée d'un État palestinien, que Israël accepterait de diviser Jérusalem, que Israël accepterait quasiment un retour aux lignes de 67, tout cela a eu lieu aujourd'hui. Non, rien n'a eu lieu. Non, a été proposé des choses qui étaient impensables. Oui, mais c'est accepté aujourd'hui c'est accepté par des gouvernements israéliens. Comme quoi les choses c'était impensable. Mais même pour les Palestiniens, c'était impensable d'accepter uniquement du côté israélien les choses. Même pour les Palestiniens. Et c'est pour ça que l'historien Benny Morris ne cesse de dire, du côté israélien les choses ont bougé, du côté palestinien elles n'ont jamais bougé. Alors, ce qui n'a jamais bougé, c'est l'occupation depuis 67. Pour eux, l'occupation, c'est 48. Plusieurs remarques. D'abord, oui, le Qatar a la possibilité d'influencer le Hamas puisqu'il le finance, mais le Qatar n'a aucun intérêt à obliger le Hamas, à forcer le Hamas à cesser le feu. Sinon, le Qatar ne ferait pas tous ses efforts pour le financer. Donc, il est impliqué. Si on l'implique dans la solution... Il est impliqué financièrement. Vous croyez que si on l'implique uniquement parce qu'il serait impliqué dans la négociation, il aurait intérêt, sa stratégie changera vis-à-vis du Hamas. La stratégie du Qatar aujourd'hui, c'est de financer tous les mouvements islamistes qui remettent en cause les structures étatiques du Proche-Orient. C'est son idéologie. C'est pour ça qu'il finance Al Jazeera, c'est pour ça qu'il a soutenu les frères musulmans en Égypte. Donc rien n'a changé dans la stratégie, dans les intérêts du Qatar. Alors il affirme ne pas soutenir fortement l'État islamique. Le Qatar aujourd'hui qui a participé à une réunion de pays du Moyen-Orient justement pour... En tout cas, lorsque les États-Unis sont allés faire appel au Qatar, encore une fois, comme je le dis, c'est faire appel aux pyromanes plutôt que de faire appel aux pompiers. C'est une illusion de penser que la stratégie du Qatar a changé et qu'elle changera uniquement parce qu'il est impliqué dans les négociations. En ce qui concerne le blocus, c'est d'abord un blocus égyptien, parce que Israël, contrairement à l'Égypte, transfère à la bande de Gaza des vivres, de l'électricité et également le ciment qui a été utilisé pour construire les tunnels et l'électricité qui est utilisée pour nous tirer dessus avec les missiles, ça aussi. Mais le véritable blocus, c'est un blocus maritime qui arrête les armes. Donc je vois pas en quoi ça a été un échec, parce que des armes ont été arrêtées par Israël et ce blocus est nécessaire. Dernière chose en ce qui va... Pas ce qu'il a. Pour avoir autant de tunnels et autant de roquettes, si ça aurait été pire. Oui, bien sûr, on peut toujours dire que ça a été pire. C'est pour ça que j'ai pas dit. Non, mais là c'était. S'il n'y avait pas eu de blocus, on aurait eu des roquettes encore plus longues et encore plus précises. Comment peut-être on les a attrapées nous-mêmes.
Ils étaient en chemin de l'Iran vers Gaza. Donc s'il n'y avait pas eu de blocus, on aurait aujourd'hui... Mais vous dites, pas de blocus sans contrôle. Non, il n'y a pas de blocus. Il n'y a pas de levée du blocus sans un contrôle. Oui, d'accord, mais alors le contrôle de qui? Contrôle, on peut le faire à trois niveaux. Il peut être égyptien, il peut être israélien, il peut être international. D'accord. Pour l'instant, il est égyptien et israélien, jusqu'à présent. Donc ça... Jusqu'à présent, il est égyptien, israélien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire international? C'est faire entrer qui? Les pays qui sont de mèche avec le Hamas? Certainement pas. Les Européens, on a vu comme ils étaient efficaces au Liban. En ce qui concerne le Conseil de sécurité, il faut bien comprendre une chose. Lorsqu'on dit le Conseil de sécurité va venir, il va sauver la situation. Le Conseil de sécurité peut faire passer deux sortes de résolutions. Sous le chapitre 6 ou une résolution. Sous le chapitre 6 ou le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Sous le chapitre 6, ça veut dire que c'est une résolution qui dépend de l'accord des deux parties. Donc, s'il n'y a pas d'accord dans les deux parties, ça ne sert strictement à rien. Donc, je veux dire, oui, théoriquement, il y aura une résolution du Conseil de sécurité, mais dont l'application dépend de l'accord des parties. Ou alors, une résolution sous le chapitre 7, comme celle qui avait été adoptée pour la guerre en Corée en 1950 ou la première guerre du Golfe en 91, qui donne un mandat aux forces, à une force internationale pour appliquer la décision par la force. Ça pourrait être, par exemple, venir et désarmer le Hamas, par exemple. Je suis pour que les Américains, les Européens viennent défoncer les Russes. Ils sont très bons à ça. Ils ont l'expérience, n'est-ce pas, en Tchétchénie, ailleurs, en Géorgie, qui viennent mettre fin au régime du Hamas et le désarmer. Est-ce que c'est ça qu'ils réalisent? Non. Ce sera une résolution adoptée sous le chapitre 6 et qui, par conséquent, n'aura aucun changement sur la réalité, puisqu'elle dépendra au bout du compte de l'accord des parties. Or, l'accord des parties, avec ou sans résolution du Conseil de sécurité aujourd'hui, n'est pas là. Et il faut pas oublier qu'au bout du compte, l'alternative à ces négociations qui ne mènent à rien, c'est aussi, oui, c'est possible, on tend à l'oublier, la victoire. Et ça aussi, il est temps d'y penser.